Merci de suivre au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur. Nous recevons ce soir Monsieur Leader King Gondi. Il est président du groupement politique Milelo Yamboka. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Madame Gisèle. Alors, pourquoi Milelo Yamboka? Bon, Milelo Yamboka, c'est une forme de pleurs, c'est une forme d'expression populaire de ce que vivent nos populations. Vous pouvez vous imaginer que nous sommes dans un pays où nous avons plusieurs lacs, nous avons le fleuve Congo, mais la population a du mal à pouvoir bénéficier d'eau potable. Vous pouvez vous imaginer que nous avons beaucoup de barrages hydroélectriques, mais la population congolaise vit dans le noir, vit dans l'obscurité totale. Les courants viennent généralement nous dire bonjour et au revoir, et ce sont des situations que la population ne sait plus expliquer. On peut imaginer lorsque nous circulons dans nos marchés, dans la ville de Kinshasa précisément, nous constatons qu'un poulet est vendu en plusieurs morceaux. Donc celui qui pourrait se trouver à Bibois, il peut s'acheter les Kingo. Celui qui est à Matete peut également s'acheter les Lipapou. Celui qui serait peut-être à Mongafula dans le quartier Kindele peut se précipiter les Libabé avec celui qui serait certainement vers les quartiers Don Bosco de Kimbwala. Alors face à toutes ces réalités, il était question que nous puissions nous inspirer de ce que vivent nos communautés congolaises pour que nous puissions monter une structure qui arrivera à donner des solutions aux vrais problèmes primordiaux comme préoccupation de la population. C'est ainsi que nous avons réussi la vision de monter cette structure Milelo Yamboka dont la vision ou encore la pensée philosophique se fonde sur les joséphismes, c'est-à-dire tiré de Joseph, fils de Jacob, et non Joseph Kabila ni Joseph Kasavubu. Et de ces principes qui est le joséphisme, nous l'avons attaché le corollaire, notamment la théorie de l'élite héritière et de l'élite non héritière. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que l'échiquier de la direction de notre pays est géré par des groupes des héritiers dont les parents ou encore les ascendants ont été depuis l'indépendance. Et nous leur configurons en 5 dynasties actuellement. La première dynastie est celle des pères fondateurs et ainsi que des évolués. Si vous n'avez jamais eu un oncle, jamais eu un parent, jamais eu même un ascendant, vous n'accéderez jamais aux fonctions suprêmes de cette république. La seconde dynastie, c'est celle des Mobutu, avec ses pères, le groupe d'Mbinza et ainsi de suite. La troisième dynastie, c'est celle de Mouzé Laurent Désiré Kabila depuis l'avènement de l'AFDEL en 1997. Et la quatrième dynastie, c'est celle de Joseph Kabila qui a pris le pouvoir après juste son père qu'il soit décédé et dont nous souhaitons disons, que la paix soit dans son âme au repos où il se trouve. Laurent Désiré Kabila. Oui. Et puis la cinquième dynastie, c'est celle qui est en constitution. Maintenant, vous allez constater que ceux qui dirigent, ce sont les mêmes personnes qui ont dirigé depuis l'indépendance. S'ils ne sont plus en vie, ce sont leurs neveux, ce sont leurs nièces et ce sont leurs enfants. Alors, si vous êtes un Milelo Yamboka, vous allez vous catégoriser dans la classe des élites non héritières. Et ceux-là, ce sont des personnes qui sont martyrisées, ce sont des personnes qui sont victimisées par toute mauvaise chose négative. Et pour que cela sorte, il faudrait que Milelo Yamboka soit là. C'est-à-dire, dans ces joséphismes, la vie de Joseph s'est résumée par les déshonneurs, s'est résumée par les humiliations, jusqu'à accéder à la cour des rois, jusqu'à accéder à la cour des grands. C'est pourquoi, dans le cas de Milelo Yamboka, nous nous sommes dit qu'il y a plusieurs possibilités qu'on accède au pouvoir, mais les plus grandes possibilités, c'est d'abord, si vous n'êtes pas un neveu ou encore un descendant de ceux-là, vous n'allez pas accéder à la magistrature ou carrément, il faudrait que vous puissiez vous marier dans l'une des familles qui ont dirigé la République ou qui ont été parmi ceux-là qui ont dirigé. Ou encore, il faudrait avoir des amitiés avec les enfants de ceux-là, parce que là, si vous êtes intelligent, on vous découvrira et on pourra vous utiliser pour participer. Et vous, Milelo Yamboka, vous cherchez à briser cette chaîne-là? Nous, Milelo Yamboka, notre souci, c'est que nous puissions obtenir donc, la vraie égalité sur ce qui se vit dans notre pays. Vous allez constater que même l'éducation a été détruite. Il y a un penseur qui a dit que le peuple n'est pas à éduquer, mais il est à diriger. Pourquoi? Lorsqu'on donne la possibilité à tout citoyen congolais, depuis le bas âge, même dans les milieux ruraux, d'accéder dans les meilleures formations de l'éducation, ils seront au même titre et au même niveau que ceux-là qui sont issus de cette classe-là. Et nous voulons amener la population à comprendre que ceux-là, peu importe qu'ils soient des héritiers, mais ce sont nos frères, ce sont nos amis, les gens avec qui nous vivons ensemble. Nous ne cherchons pas à les chasser du pouvoir, nous ne cherchons pas à les déstabiliser, mais à leur rappeler que si eux, ils vivent bien, si leurs enfants
vivent dans de meilleures conditions, que les enfants aussi des pauvres obtiennent aussi ces conditions. Alors, c'est une longue présentation, hein, c'est une longue présentation du groupement politique Milo Yamboka. Vous avez vraiment bien présenté votre groupement. Et moi, si j'ai bien compris, c'est que vous portez à la place publique tous les problèmes du Congo, de la population congolaise. Vous voulez les mettre à nu, les mettre à la place publique. Oui, nous portons à la place publique tous les problèmes du Congolais et nous disons aux Congolais que normalement, dans leurs problèmes qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas parce qu'il existerait une opposition ou encore il existerait un pouvoir. Parce que dans le cadre de ce que nous vivons, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir, ce sont les mêmes personnes. Or, ce que nous voulons faire et ce que nous recherchons, que nous obtenions auprès des dirigeants l'instauration d'une classe moyenne dont la population congolaise vivra dans des conditions acceptables. Parce que s'il faudrait que nous accédions au pouvoir, oui, c'est un devoir, c'est aussi un besoin que la population congolaise voudrait aussi voir qu'un jour, qu'une élite non héritière accède au pouvoir. C'est comme ça que nous disons que jusque-là, notre pays n'a pas encore atteint l'étape d'une alternance. L'alternance ne pourra avoir lieu que lorsque une élite non héritière. Et c'est ce qui s'est passé en 2018 entre Joseph Kabila et FX. Ce n'est pas l'alternance. Ce n'est pas l'alternance, c'était une simple passation de pouvoir. C'est vrai, pacifique. Mais on parle de ça, l'alternance. Bon, c'est une appellation abusivement considérée par la classe dirigeante de notre pays. C'est au fait pour flouer la population. Mais quand une élite non héritière va remplacer une élite héritière, là, il y aura effectivement alternance. Et à ce moment-là, le pays vivra son essor. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement des autorités, comme vous venez de dire tout à l'heure, par rapport à tous ces problèmes, tous ces mots que vous avez énumérés? Nous attendons des autorités congolaises qu'ils prennent compte des préoccupations les plus essentielles de nos communautés. Nos communautés, jusque-là, rien n'a été arrangé. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de santé. Et pas plus loin qu'ici à Kinshasa, lorsque nous nous transportons dans le quartier Menkao, vous allez constater, vous et moi, que dans ces quartiers-là, il n'y a pas d'hôpitaux décents. Lorsqu'une femme va dans une maternité pour accoucher, et si la femme n'est pas capable de mettre au monde par voie basse, il faudrait que l'on ait une intervention chirurgicale. Et dans ce coin-là, il n'y a pas de possibilité que la femme soit devant des personnes attitrées pour qu'elle soit, que l'on passe par des opérations. Ça sera quasiment impossible. Et vous verrez même dans le même coin vers, là à Kinshasa, dans le coin tel que Impuru, dans le coin tel que Mbakana, il n'y a pas de morts. Vous connaissez bien le pays. Hein? C'est vraiment notre pays. Dans le coin comme Impuru, il n'y a pas de morts. Si quelqu'un décède, et puis donc c'est compliqué, la population fait quoi? La population utilise le pétrole pour embaumer ah bon, dans quel coin comme ça? Dans le quartier Impuru, à Kinshasa, ça s'est fait. Dans le quartier Mbakana, ça s'est fait. Dans le fin fond de Kinshasa, ça s'est fait. Quand vous allez même dans le coin comme Lengoudiabaka, ça s'est fait exactement. Parce que l'État est carrément et complètement démissionnaire. Alors nous voulons que nous puissions apporter les vrais problèmes que la population vit afin que les choses puissent changer. Alors vous semblez maîtriser vraiment tous les coins de la capitale, mais les autorités, pas seulement actuelles, même passées, s'éventent d'avoir, oh non, il y a des avancées dans tel domaine, il y a des routes qui se construisent. Qu'est-ce que vous les répondez? Vous savez, nous l'avions dit précédemment que le penseur qui avait dit que le peuple n'est pas à éduquer, mais il est à diriger. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne de l'intelligence à la population saura quoi faire pour revendiquer ses problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire l'éducation et maintenir la population dans cet état. Et quand la population est dans cet état, c'est comme ça que nous vivons dans notre ville de Kinshasa, principalement la capitale de la RDC. Il y a un grand nombre grandissant de Kuluna, il y a un grand nombre grandissant des coopérants, il y a un grand nombre grandissant même de OA, puisqu'il n'y a rien, puisqu'il n'y a aucune formation. Or, sous d'autres cieux, l'État se fixe et se fonde principalement sur l'éducation. Alors, nous voulons que ceux-là qui dirigent, nous ne voulons pas qu'eux puissent aller en exil, même pas en exil, et nous ne voulons pas aussi les chasser. Nous voulons seulement leur faire comprendre aujourd'hui la manière dont nous gérons le pays, que nous soyons élite héritière ou élite non héritière, nous passerons demain, il y a des gens qui vivront après nous. Il ne faudrait jamais que nous puissions laisser notre pays dans un état parce que ce qui arrivera demain ou après-demain, personne n'aura à les maîtriser. Nous pouvons avoir le moyen aujourd'hui. Tant que le droit n'est pas établi et n'est pas respecté, ceux qui sont riches aujourd'hui peuvent être victimes des agressions de ceux qui sont pauvres. Et au fur et à mesure que la pauvreté sera grandissante, cela mettra en danger ceux qui vivent dans l'opulence ou encore dans la richesse. C'est pourquoi nous leur posons toujours une question qui est l'une des maximes fortes de notre philosophie et nous leur demandons si ils ne sont pas honteux d'être heureux tout seuls.
Parce que le bonheur, et parce que le bonheur se partage. Personne ne peut vivre seul dans le bonheur parce que lorsque nous mourrons, nous n'emportons jamais ni véhicule ni maison. Nous allons tel que nous sommes arrivés sur terre. C'est pourquoi on doit faire cet effort pour que nous partageons ce bonheur parmi ceux-là qui vivent ensemble. Et tout ce que vous dites, vous avez déjà eu le temps d'approcher les autorités pour leur présenter tous ces problèmes-là? Oui, nous avons eu suffisamment de temps pour approcher les autorités parce que dans ce que nous faisons comme le Lamboka, nous évoluons aussi dans le secteur social et puis humanitaire. Nous faisons des actes de charité auprès de personnes démunies. Nous travaillons avec des personnes d'âge avancé. Nous travaillons aussi avec des personnes en situation difficile comme des handicapés, comme des personnes vulnérables. Et nous faisons ces efforts-là pour que ces gens-là soient dans de bonnes conditions. Nous faisons des plaidoyers auprès des autorités pour que nous puissions trouver des solutions. Nous avions même participé aux consultations organisées par le chef de l'État et nous lui avons soumis notre cahier de charges qui s'est focalisé premièrement sur des questions sociales. On doit pointer du doigt naturellement au chef du gouvernement qui n'incarne pas le chef est quitte. Et quel est alors son rôle? Parce que vous essayez de faire comprendre les gens la Constitution. Oui, son rôle, nous avons bien précisé que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où les responsabilités sont partagées. Les gens qui comprennent en tant que scientifiques, on parle d'un exécutif bicéphale à deux têtes, où il y a le président, il y a le Premier ministre. C'est au Premier ministre de donner à la population l'effectivité de l'exécution du programme que le président de la République leur a soumis pour qu'ils puissent mettre en pratique. Mais cela n'arrive pas. C'est pourquoi nous, Milo Lamboka, nous estimons que ce gouvernement de l'Union sacrée, ou encore ce gouvernement issu des consultations nationales du président de la République, a carrément échoué par une volonté manifeste citoyenne que le Premier ministre devrait avoir. Il devrait, à mon humble avis, donner sa démission ou encore devrait demander au chef de l'État qu'on puisse remanier des fonds. Donc la responsabilité, elle est tous au Premier ministre. C'est au Premier ministre, exactement. Donc le chef est là comme un président, il n'a aucun problème. Mais quoi où ça ne marche pas? Il est quand même le chef, il ne veut pas donner ou bien mettre un avis ou pousser le Premier ministre à la démission. Vous savez, notre Constitution, en son article 1er, donne comme principe la RDC est un État de droit. Lorsqu'on dit état de droit, il faudrait respecter les fonctionnements et les principes de cet état de droit. Et dans un état de droit, parmi les grands critères, il y a l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct, il y a le principe de séparation du pouvoir qui doit être respecté, ainsi que le contrôle parlementaire de l'exercice gouvernemental. Là, nous sommes dans une situation où le principe de séparation des pouvoirs devrait être respecté. Le président de la République, dans les conditions de ses fonctions, il n'est pas obligé d'être au four et au moulin et de faire le travail, ce que devaient faire d'autres personnes. Les personnes qui ont reçu la mission, faire quoi, alors? Les personnes qui ont reçu la mission d'exécuter son programme, ces personnes-là doivent être capables. La difficulté que nous sommes en train de connaître, c'est plutôt dans le cadre de cette séparation du pouvoir. Nous devrions avoir des autorités parlementaires qui accompagnent le programme. Parce que quand le gouvernement n'arrive pas à exécuter un programme présenté au devant du Parlement, c'est le Parlement qui devrait sanctionner. Mais nous sommes face à une gérontocratie parlementaire, c'est-à-dire ce sont un groupe de vieux qui dirigent les deux chambres du Parlement. Or, l'âge aussi influe sur l'exercice d'un commandement d'une institution. Parce que les scientifiques disent toujours que lorsqu'on a déjà dépassé l'âge de 60 ans, il est difficile pour cette personne-là d'être bien inspirée ou de concevoir de nouvelles initiatives. Parce qu'à cet âge-là, la personne ne conçoit plus. La personne travaille sur base de ses expériences passées. Mais on a des dirigeants qui sont plus âgés, qui ont plus de 60 ans. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus bien. Oui, c'est vraiment très difficile lorsqu'on gère des institutions telles que le Parlement, les deux chambres du Parlement, un Parlement bicaméral, où il y a le Sénat, où il y a aussi l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous disons que cette gérontocratie n'aide pas la République. Cette gérontocratie n'arrive pas à apporter un contrôle parlementaire. Et nous vivons des choses compliquées. Aujourd'hui, les carburants se vendent à la pompe d'une manière que nous ne savons même plus maîtriser. Il y a même une commercialisation avec ceux-là qui sont en train de vendre les carburants à la pompe, avec les Kadhafi qui sont à l'extérieur. Il y a même certains taximens qui réclament qu'ils ont du mal à accéder pour avoir l'achat des carburants. C'est parce que le leadership du gouvernement qu'incarne le Premier ministre n'arrive pas à répondre aux aspirations profondes de nos communautés. Alors, on peut donner raison aujourd'hui au professeur Kabissa qui appelle le changement de la Constitution, justement par rapport à tout ce que vous venez de dire. Non, c'est le Premier ministre qui doit répondre à tout ce qui ne marche pas, voilà, dans le pays. Bon, pour Milo Lamboka, nous estimons que le problème n'est pas à changer la Constitution ou encore à modifier les textes. Les textes que nous avons sont déjà des très bons textes. Mais le problème que nous avons, c'est
l'applicabilité ou l'application effective de ces textes-là. Est-ce que nous avons des dirigeants qui sont capables d'appliquer ces textes? Est-ce que nous avons une classe politique sérieuse qui est capable de travailler pour l'intérêt de la population? Non. Nous avons une classe politique qui ne veut pas travailler pour l'intérêt de la communauté congolaise. Pourquoi? Parce que cette classe politique est constituée des élites héritières. Ils n'ont pas intérêt d'arranger les conditions de vie de la population. Ils n'ont pas intérêt de travailler en faveur de la population. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas souffert pour accéder à ce poste. Oui, parce qu'ils n'ont pas souffert. Regardez aujourd'hui, ils ont fait quoi? Ils ont commercialisé toutes les entreprises de l'État. Les entreprises de l'État sont devenues des sociétés commerciales dont, au sein duquel les grandes actions, pour la plupart, sont détenues par eux-mêmes. Et ce qui revient à dire que ceux-là qui ont des enfants qui étudient à l'étranger, lorsqu'il faille faire de nouveaux embauches ou encore des nouveaux recrutements, ils vont mettre dans les mêmes conditions ceux qui ont étudié ici devant des tests pour être embauchés. Et sur la partie théorique, ceux qui ont étudié à Kinshasa réussiront même au Congo. Et ceux-là aussi qui étudient à l'étranger réussiront également. Mais lorsqu'il faille procéder à un test sur la partie pratique, il y a des machines qu'ici au Congo, les Congolais n'auront jamais eu la possibilité d'avoir accès. On ne les trouve pas dans les universités. Parce que ça n'existe pas et ils seront écartés. Les mêmes personnes dirigeront les mêmes entreprises et nous demeurerons dans la même situation. Alors il faudrait que nous puissions faire comprendre à la population que leur vie, leur destinée ne se retrouve pas nécessairement dans le chef de ceux-là qui dirigent, mais qu'ils doivent rejoindre normalement Milolo Mboka afin que par la tribune de Milolo Mboka, leur parole sera portée pour que leur vie... Tout à l'heure là, M. Leader Kingondi, je rappelle qu'il est président du groupement politique Milolo Mboka, vous avez dit que vous apportez aussi des solutions à la population par rapport à certains problèmes. Où trouvez-vous les moyens? Vous en avez assez? Bon, nous faisons l'effort de nous cotiser parce que, de par notre programme de gouvernance que nous intitulons la gouvernance sacerdoce, cette gouvernance sacerdoce rime à notre pensée philosophique qui est fondée sur le joséphisme, dont la vie de Joseph s'est aussi résumée par l'excellence partout où il est passé dans la gestion. Parce que lorsqu'on gère la République, on doit gérer la République comme si nous devons rendre le compte à une personne qui est au-delà et au-dessus de tout, qui est le Créateur. Parce que dans cette République, il y a la richesse, dans cette République, il y a des personnes qui vivent, parce que nous pouvons bien mentir à la communauté congolaise et à la population sur notre manière de gérer, mais nous n'aurons jamais à mentir à celui qui a créé et les hommes et la richesse. Et c'est dans ce cadre de cette façon de gérer sacerdotale que nous voulons imprimer cette nouvelle vision. Et dans ce sacerdoce, nous ne devions pas seulement nécessairement attendre que nous mobilisions les recettes ou que nous soyons financiers. Nous sommes obligés par moment de pouvoir nous cotiser pour répondre aux besoins essentiels que la population congolaise vive. Nous intervenons souvent dans des cas tels que dans des cas de maladies des gens. Nous intervenons dans des cas tels que dans les cas d'accouchement, dans les cas des opérations chirurgicales, dans des cas même des formations intellectuelles. Bon, bientôt certainement. Mais là vous n'attaquez pas la maladie à la source, parce que la maladie à la source. Il ne suffit pas d'intervenir quand il s'agit d'un cas d'intervention, mais il suffit de montrer à la personne comment trouver l'argent pour qu'au cas où il est malade, il se prend en charge. Oui, la maladie à la source, nous allons trouver des solutions par rapport à nos projets, par rapport à notre programme de bonne gouvernance, qui est la gouvernance sacerdoce, seulement lorsque nous allons accéder. Puisque pour l'instant, si nous dévoilons ce qui est contenu, ça ne serait pas une bonne chose. Alors voilà pourquoi nous voudrions encore nous réserver encore de la situation pour que nous donnions d'abord la pensée et que la population adhère dans la pensée pour que nous travaillions ensemble avec eux. Alors vous avez dénoncé tous les maux qui rongent le pays sur le plan social, économique. Venons sur le plan judiciaire. Actualité oblige. Comment est-ce que le pays est géré sur le plan judiciaire dans un État qui se veut État de droit? Bon, nous estimons que nous sommes en train de sortir d'un gouffre dans lequel le pays s'est trouvé. Il y a eu un temps où il était difficile que vous saisissiez le tribunal et que le tribunal vous donne les résultats de ce que vous demandez. Il y a eu un temps qu'il y avait certaines personnes ou certaines personnalités qui étaient considérées comme des personnes intouchables, qui jouissaient non seulement des privilèges, des poursuites ou encore des immunités, mais ils étaient devenus des intouchables, personne ne pouvait mettre la main sur eux. Mais nous avons vécu une situation telle que pendant le règne de l'actuel gestionnaire Tshisekedi, il y a des personnalités qu'on ne pouvait pas s'imaginer, mais ces personnes-là, pour s'être trempées dans des situations pas acceptables dans la gestion du pays,
ils se sont retrouvés devant le barreau, ils se sont retrouvés dans le gouffre. Mais la suite après, ils sont acquittés. Bon, certains sont même en train de répondre de leurs responsabilités face à la justice. C'est vrai que, disons, les gens que nous suivons dans leur maison, ils diront que certains sont acquittés, certains sont dans tel état, mais nous pensons aussi, le problème de notre justice, c'est une responsabilité qui n'incombe pas seulement à ceux-là qui dirigent, mais aussi à tous les acteurs sociaux. Pourquoi? Les acteurs sociaux ne veulent pas dire la vérité à la population. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent leurs intérêts dans là où ça ne marche pas pour qu'ils puissent se faufiler dans la gestion. Je donne un exemple. Là, par exemple, dans le procès 100 jours. Les procès 100 jours, nous, Milo Lambo, quand nous avions toujours dit, dès le début de ces procès 100 jours, ces procès n'étaient pas un procès pénal, c'était une affaire civile. Pourquoi? La RDC avait signé un contrat commercial avec la société de Sami Jamal. En signant ce contrat commercial, il y avait des devoirs ou des obligations que chaque partie devait donner à l'autre partie. Lorsque la RDC verse l'argent pour qu'on puisse lui donner ou on puisse lui livrer dans le délai les maisons préfabriquées, que la société de Sami Jamal n'a pas été en mesure de le faire, ce que la RDC devrait faire, c'était de poursuivre cette société-là sur le plan civil et commercial, afin soit de récupérer ses moyens, son argent, ou soit encore par rapport à ces retards occasionnés par, donc là, par ce manque de diversion par la société de Sami Jamal, d'obtenir les dommages et intérêts devant les tribunaux des commerces. Mais nous avions été surpris que ce dossier a été amené par des voies pénales. Bon, n'en déplaise ceux-là qui ont compris, disons, les groupes de personnes qui ont voulu que l'affaire soit dans cet état. Mais heureusement, notre justice a pu s'y raviser en disant le bon droit, en mettant les choses sur le bon rail. Aujourd'hui, nous sommes dans le dossier du procès Kaboun. Jean-Marc Abound a certainement commis des péchés parce que d'aucuns se rendront compte que les propos tenus par M. Jean-Marc Abound n'ont pas aidé la communauté congolaise, n'a pas été accepté par tout le monde. Il a dit des choses qui ne peuvent pas être dites. Parce que devant la justice... Mais d'un autre côté, c'est à peu près ce que vous vous dites, dénoncer peut-être la gestion du pays. Non. Il a aussi dénoncé... Nous dénonçons des choses qui sont vraies. Par exemple, nous avons, disons, je m'excuse en tout cas, nous avons des écoles que nous considérons comme des instituts Saint-Massoko-Pass, où il n'y a pas de bancs, les élèves étudient à même des sols. Nous avons des écoles que nous appelons les groupes scolaires Saint-Mo. Il n'y a pas de toiture lorsqu'il pleut ou lorsqu'il ensoleille, c'est du catastrophe dans ces écoles-là. Nous, au moins, nous avons des preuves que nous apportons auprès de la population. Alors, nous saluons également l'idée du président qui est la gratuité. Nous vous avez des preuves que vous apportez. Oui, nous saluons l'idée de la gratuité parce que c'est l'accomplissement ou l'applicabilité de la Constitution. Il y a des preuves que ces écoles-là existent. Et alors, on doit fournir des écoles pour que nous puissions quitter de cet état des choses vers des bonnes choses. Mais quand Jean-Marc Abound dit des choses, il n'apporte aucune preuve. Lorsque vous dites qu'il y a des avions qui transportent des sommes d'argent d'un pays X vers un pays Y, il faudrait apporter quand même des preuves que c'est tel avion immatriculé de telle société, cet avion a décollé et tel jour pour tel endroit. Quand vous n'apportez pas ça, c'est un problème. Quand vous traitez des autres des jouisseurs, c'est tout un problème. Il faudra apporter. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un pour accuser, mais lorsqu'on accuse quelqu'un, il faudrait faire un effort d'attacher à ces accusations-là les preuves conséquentes. Alors, vous êtes d'accord avec ce qu'avait dit le chef de l'État au Tchad, que les prisons seront remplies avec tous ces auteurs des propos injurieux? Vous êtes d'accord? Parce que beaucoup ont critiqué, ce propos. En tout cas, nous n'aimerons pas entrer dans ce débat parce que nous, on estime, nous, Milo Lamboka, nous venons pour le changement. Nous ne venons pas pour que nous puissions former les gens afin que les gens puissent injurier les autorités ou que les Congolais puissent s'injurier entre eux. Parce que nous avons remarqué que dans la place, dans la place publique, certains politiques s'organisent pour créer des tribunes, pour avoir des thématiques qui ne tendent que vers les injures. Alors nous, on estime que la population congolaise a besoin d'être formée, a besoin d'être éduquée. Lorsqu'on lit notre constitution, en ce qui concerne les multipartismes, dans le multipartisme, les fonctions ou les devoirs d'un parti politique, c'est dans la formation des cadres, c'est dans la formation des militants. Mais nous constatons que nos partis politiques ne vont pas où leur mission ne tente pas par rapport à ces devoirs-là. Ils ne forment pas le cadre, ils ne forment pas les militants. Ce qui leur intéresse, c'est de manipuler la population, c'est de manipuler leur cadre lorsqu'ils les envoient vers la place publique, vers les médias pour qu'ils puissent insulter. Nous, on estime que ce temps est révolu. Quand on dit la vérité, vous parlez de manipulation. La vérité peut être dite par des moyens propres et par des moyens légaux ou encore légaux. Mais la vérité ne peut pas être dite par
par des voies illégales, par des injures, par des insultes, ça ne s'explique pas. Et nous considérons que si quelqu'un porte tête à notre personnalité, nous avons le droit, comme tout citoyen, de saisir la justice et que la justice prenne ses responsabilités afin que l'on puisse décourager les auteurs de pareils comportements pour que ceux-là qui tenteraient de faire de la même façon puissent se résigner, que le respect humain soit vraiment dû pour tous. Mais Luamboka, s'attelle pas aussi sur la situation des sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo où plusieurs années déjà la population est en train de souffrir des affres de la guerre? Oui, mais Luamboka compatit avec la population qui est à l'est du pays parce que nous disons toujours que le 90 millions de Congolais sont tous des Luamboka. Ceux qui subissent ces affres de la guerre, ce sont principalement les Luamboka. Déjà, nous sommes en train de saluer la présence de la SADC en RDC parce que... ça va résoudre le problème. Bon, parce qu'on a été à la CEAC, on a été à l'Union africaine avec le chef comme président. Mais ça semble ne pas apporter grand-chose. Nous estimons en tant qu'Amilamboura que la SADC peut nous aider à trouver des solutions parce que si ma mémoire est bonne, durant les années 2013, la SADC a aidé la RDC par son accompagnement et aussi par sa participation à bouter ou à défenestrer les forces du M23. C'est pas parce que Laurent Désiré Kabila avait des relations propres avec Mugabe. Là, c'était encore avec Joseph Kabila. Ah, là, vous parlez de Joseph Kabila. Mais en 98, en 97, 98 et 99, c'était avec Mosé. C'était grâce à l'accompagnement de la SADC que nous avions eu à débouter les forces étrangères, les forces négatives. Voilà pourquoi moi je pense que lorsque la RDC accède à cette fonction suprême de la SADC, nous devons nécessairement capitaliser cette grâce que nous avons obtenue. Nous devons nécessairement également l'utiliser ou encore saisir cette opportunité pour que nous puissions avoir l'accompagnement de cette SADC-là. Parce que lorsque nous faisons l'aperçu, dans le pays des SADC, il y a une stabilité, il y a une paix durable et puis il y a une situation sécuritaire pleine dans tous les pays. Généralement, parce que lorsque nous passons en Afrique du Sud, vous ne verrez jamais des rébellions. Vous passez en Namibie, la situation est calme. Vous passez vers les Zimbabwe, c'est plus ou moins calme. La Zambie, la Tanzanie, l'Angola, c'est seulement nous qui étions carrément écartés. Mais avec une nouvelle diplomatie imprimée, nous pensons que les choses peuvent aller de mieux en mieux. Et également par rapport à cette situation-là, nous disons également merci pour la mutualisation des forces. Parce que les forces, parce qu'il y a déjà les forces ougandaises et les forces burundaises se sont également ajoutées. Mais nous disons, oui, c'est vrai. Mais l'avantage que nous trouvons sur le plan diplomatique, c'est un arbitrage ou c'est encore une observation internationale qui vient également en participation. Parce que beaucoup de pays ou encore dans d'autres cieux, personne ne croit que nous sommes victimes d'une agression. Mais avec ces forces mutualisées, la vérité va se savoir. Mais la question que nous demandons au gouvernement ou que nous posons au gouvernement Sama Lukonde, quelle serait la facture à payer face à cette mutualisation? Quelle serait la facture à payer? Parce que la population congolaise a besoin de savoir. Et nous devons également savoir que ce que nous devons faire, c'est de travailler pour que nous puissions réorganiser notre armée, que nous réorganisions notre police ainsi que nos services de sécurité, afin que nous soyons nous-mêmes capables de nous défendre nous-mêmes sans pour autant que nous ayons l'apport et l'accompagnement des pays voisins ou des pays amis. Alors, monsieur le leader Kingondi, président du groupement politique Milelo Yamboka, nous allons terminer avec l'élection 2023, c'est l'année électorale. Est-ce que vous croyez vraiment à la tenue des élections en 2023 où il y aura des passements vu la façon dont les choses sont en train de marcher? En tout cas, nous avons foi et nous avons ferme assurance que nous devons aller aux élections. Parce que après les élections, rien n'est prévu par la Constitution. Lorsque nous faisons la lecture des dispositions de l'article 70, combiné avec l'article 73 de la même Constitution, il est clairement établi et défini que la durée d'une législature est de 5 ans. Que ce soit pour le chef de l'État, le président de la République, que ce soit pour les députés provinciaux, nationaux ainsi que les sénateurs, la durée est de 5 ans. Alors il faille à la CENI de nous donner les élections dignes, les élections transparentes et les élections vraies que la population voudrait. Et la question que nous nous posons, parce que nous sommes en train d'attendre, semble-t-il que les opérations de recensement ou les opérations d'enrôlement pourraient commencer ou débuter seulement au mois de novembre ou au mois de décembre. Mais ça ne serait pas un retard, ça? Voilà la question que nous nous posons. Parce que la Constitution dit que le corps électoral doit être convoqué dans les 90 jours avant la tenue de ces élections. On suppose que cela pourrait avoir lieu ou pourrait avoir le jour
au mois de septembre de l'année prochaine. Alors la CENI doit s'organiser. Si le gouvernement ne veut pas aller aux élections, si le gouvernement ne veut pas disposer le moyen financier à la CENI qui est dirigée par la personne de Denis Kadima, avec sa notoriété sur le rang international, Denis Kadima a la possibilité d'approcher d'autres partenaires internationaux afin qu'ils nous donnent le moyen nécessaire. Parce que nous, Milo Lamboka, nous estimons que la population congolaise n'a la seule issue que pour les élections. Parce que c'est au moment électoral que ceux-là qui dirigent viennent chercher la population pour légitimer leur pouvoir et pour avoir leur voix. Et sans les élections, la situation des Congolais risque de ne pas changer et risque de demeurer dans la même situation et dans les mêmes conditions. C'est pourquoi il faudrait il faut que ces élections-là se tiennent. Il faudrait que la population congolaise, au billet de Milo Lamboka, présente ses candidats. Il faudrait que ces candidats soient élus par la population pour que les programmes de bonne gouvernance ou encore la gouvernance sacerdoce soient portés et que nous dirigeons la République pour que nous changeons le pays, que nous ne vivions plus ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Merci, Monsieur Leader Kingonzi. Merci, Madame. Je rappelle que vous êtes président du groupement politique Milelo Yamboka. Merci, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons